Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une autrice dont j'ai adoré le premier roman. Hélène Verger, qui a écrit La vie en confetti, publié aux éditions Robert Laffont. J'ai d'abord découvert cette autrice lors du podcast Primo, qui a été réalisé et produit par les éditions Robert Laffont en partenariat avec le studio Nouvelles Écoutes, qui suit le processus de publication de 3 primo-romans, de la recherche du manuscrit jusqu'à leur vente en librairie. Donc pour qui veut devenir écrivain ou qui a envie de se lancer dans l'écriture, c'est absolument passionnant, je vous en recommande l'écoute. La vie en confetti, c'est donc l'histoire d'une jeune adolescente, Valentine, dont la vie bascule le jour où elle apprend que sa maman attend un bébé. Je vous laisse découvrir ce livre qui est pour moi vraiment un petit bijou. C'est mon coup de cœur de ce début d'année. Je vous en parlais notamment dans mon tout premier bilan de lecture. Mais tout de suite, on part retrouver Hélène qui nous en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. Bonjour Hélène, écoute, je suis ravie de te retrouver ici. Bonjour Aurélia, le plaisir est partagé. En fait, je voulais te demander un petit peu de te présenter rapidement pour qu'on te connaisse un petit peu plus. Je m'appelle Hélène Verger, j'ai 31 ans. J'ai toujours été très passionnée par la littérature, déjà au collège et au lycée. Donc j'ai voulu poursuivre des études littéraires dans mes études supérieures. Et l'écriture a toujours été présente dans ma vie. Donc j'ai pas mal travaillé sur l'écriture de mon premier roman au cours de mes études et je l'ai un petit peu continué après. Et j'ai publié du coup mon premier roman, La vie en confetti, en septembre 2019 chez Robert Laffont. Ok. Et j'ai par ailleurs une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec l'écriture créative, mais qui est indispensable pour vivre. Ouais. Et justement, si c'est pas indiscret, on peut savoir ce que tu fais? Alors en fait, je travaille dans la formation, des formations plutôt à destination de managers pour des grandes entreprises. Ok. Et alors, comment tu arrives à gérer l'écriture et ce travail au quotidien? C'est pas évident. C'est vrai que l'écriture, ça fait vraiment partie de ma vie et donc je pense qu'il y a vraiment pas une journée où je m'occupe pas de mes projets en cours ou que je laisse passer. J'ai un rapport un peu presque de culpabilité, c'est-à-dire que si je laisse passer quelques jours sans écrire, j'ai du mal à être très à l'aise avec ça. Donc j'essaye parfois de me dire bon, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que si je rate une marche, ça va être catastrophique. Mais donc c'est vrai que voilà, j'écris le matin. Moi, je suis vraiment plus efficace le matin et dans une meilleure forme. Donc j'arrive à écrire le matin avant de partir au travail. C'est un peu la première chose que je fais. Je prends mon petit déjeuner et j'écris le matin. Et parfois c'est plus difficile, je trouve, après la journée de travail parce qu'on est un petit peu KO, je trouve, un peu sonné, un peu un peu zombie. Alors parfois j'essaye de me dire bon, c'est bien, c'est une bonne énergie, ça va donner lieu à d'autres choses créatives, d'autres formes créatives. Enfin, j'essaye un peu de maltraiter mon cerveau quand il refuse de s'y mettre en lui disant mais c'est super, ça va être même si t'es épuisé, ça va te donner des idées hyper intéressantes ou originales et tout, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois c'est vraiment comme je fais un métier aussi où je suis beaucoup derrière l'ordinateur, je trouve ça assez dur le soir de s'y remettre, de réouvrir un ordinateur. Donc parfois, je fais des petites feintes, j'essaie d'écrire un peu plus à la main. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où vraiment c'est un effort et je me dis, bon, allez, essaye de faire 1 heure, de t'y mettre parce que je trouve qu'après une journée de travail, c'est vraiment difficile d'écrire. Le matin, en revanche, j'ai pas de difficulté à m'y mettre et j'aime commencer ma journée comme ça. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Au début j'ai essayé le soir et c'était mort. J'y arrivais pas. C'est super dur, on a envie de faire autre chose. Et en fait, je me trouve plutôt à zoner un petit peu sur Internet et à perdre du temps qu'à écrire. Je trouve ça assez difficile, ouais. Je trouve ça assez difficile. Alors, il y a les week-ends, évidemment, où j'essaie de tirer parti au maximum de mes week-ends pour écrire. Mais c'est vrai que j'ai encore un rapport un peu voilà, si je passe une journée sans écrire, je culpabilise un peu. Je suis un peu c'est pas bien, quoi. Et donc c'est vrai que je me rends bien compte même dans ma vie sociale, c'est-à-dire que si je dois voir des amis et tout, c'est pas que je leur en veux, mais j'y vais en me disant bon, ça suffit, là on s'est vu 2 heures, maintenant enfin du balai, faut que je retourne à mon ordinateur, quoi. Donc j'ai toujours ça vraiment
À l'arrière de la tête, c'est quand même très présent. J'ai pas un rapport hyper détaché en me disant, bah, ça viendra quand ça viendra. Non, je sais que c'est un nombre d'heures où il faut être sur sa chaise, il faut être devant son ordinateur. Et voilà, le travail se fait pas comme ça. Et donc c'est du temps, c'est du temps. Et donc c'est vrai que, ouais, ça empiète un peu sur ma vie sociale dans la mesure où parfois, ben, je me dis, non, zut, ce déjeuner, voilà, je vais pas travailler sur mon roman. Et du coup, j'ai cette espèce d'amertume. Et est-ce que ça fait longtemps que tu es dans cette dynamique-là? Oui, 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 franchement. En fait, je pense que ça a commencé quand j'ai voulu, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman. Ça m'a plus vraiment quitté depuis à partir de ce moment-là. C'est vrai que pendant la promotion de La vie en confetti, du coup mon premier roman, j'ai moins écrit parce que le moment de la promotion, en fait, on est complètement dans son histoire et du coup c'est pas évident, je trouve, de se projeter dans un autre roman. Voilà, j'étais avec Valentine, Valentine, elle était très très présente encore, donc c'est la jeune héroïne de mon premier roman, et donc j'avais du mal à passer à d'autres personnages. Donc j'ai trouvé ça difficile. Et avec le recul, je regrette un peu. Puis on est un peu sur un nuage. Enfin, il faut le dire aussi, c'est un moment assez merveilleux de promotion. Et donc c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai pas écrit presque pas ou très peu. Et c'est vrai que la promotion, ça prend quand même un peu de temps. Il faut être assez présent, il faut être réactif. Donc c'est du temps en fait. C'est un vrai travail. Un vrai travail qui est chronophage. Et du coup, ouais, j'ai pas à ce moment-là, j'ai pas écrit en fait. Mais autrement, au-delà de cette période où j'ai laissé un peu tomber l'écriture à proprement parler, ça a toujours été très présent et j'ai toujours, enfin, j'ai peu passé, je crois que j'ai laissé passer aucune journée sans y réfléchir ou sans écrire. Ça a toujours été assez présent depuis que je me suis lancée dans le premier roman. Et alors, avant de te lancer dans le premier roman, comment est né ton amour de l'écriture Eh ben, je pense que c'était avant tout un amour de la lecture. Je sais pas, j'ai toujours raffolé des bibliothèques. J'adorais repartir avec plein de livres. J'avais l'impression d'avoir un trésor. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et je pense que mon premier rapport à l'écriture, c'était des lettres. J'écrivais beaucoup de lettres à mes copines, des longues lettres. Et puis je mettais sur des pages d'idole avec des paillettes, des étoiles. Donc ça, j'avais une vraie correspondance épistolaire, on peut le dire. Alors sur des histoires de collégiennes et tout. Mais j'avais certaines copines, on s'écrivait des lettres et on attendait les lettres l'une de l'autre. Donc je pense que ça a vraiment été mon premier rapport à l'écriture. Et après, j'ai participé à des concours de nouvelles. Un peu ce que je voyais défiler sur Internet. J'ai participé à des concours comme ça, un concours du Crous universitaire qui faisait des concours de nouvelles. Et puis j'ai participé, il y a le magazine Elle qui fait des concours de nouvelles qui sont hyper courtes. Et j'ai participé aussi à ces nouvelles-là assez régulièrement. Et après, ben voilà, je pense que je me suis lancée dans le premier roman autour je sais pas, 24 ans, quelque chose comme ça. Et tu avais conscience que tu étais en train d'écrire ton premier roman? C'était la première fois que tu écrivais un roman? Ouais, j'avais conscience de ça. Enfin, j'avais vraiment cette envie de le présenter. Enfin, dès le début, je m'étais dit, bon, bah voilà, mon but, c'est qu'il y ait un public et qu'il y ait des lecteurs. Et donc, je me suis jamais dit, j'écris comme ça pour moi dans mon coin. Non, j'avais tout de suite cette intention en tête, de façon assez claire. Et c'était ce livre-là qui a été publié? Et c'était ce livre qui a été publié, ouais, absolument. Ah, c'est génial! C'est mon premier gros texte. Ouais, c'est mon premier gros texte. Après, j'avais écrit quelques nouvelles. J'avais tenu un blog un moment. Donc, j'avais un petit peu ce rapport à l'écriture de format un peu plus court. Mais sur un format long comme un roman, c'était mon premier texte. Et puis, en fait, c'est tellement long enfin, en fait, je sais qu'il y a une phrase de Mark Twain qui dit, je crois que c'est lui, hein, j'espère que je me trompe pas, mais qui dit si on m'avait dit à quel point c'est compliqué d'écrire un livre, j'aurais jamais commencé. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire quand on se lance, on n'a pas forcément idée qu'on y sera toujours 5 ans plus tard. Et du coup, voilà, je me suis lancée un peu fleur au fusil, contente, sans me dire bon bah ça va être difficile, ça va être long et tout. Mais c'était le premier long texte et ouais, c'était vraiment le premier jet du roman à ce moment-là. Ok. Du coup, t'avais jamais écrit de roman, même pour toi avant, quoi.
Non, et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec, j'ai du mal à imaginer écrire un roman pour moi. Enfin, j'ai quand même vraiment en ligne de mire que c'est pour divertir, pour plaire à un lecteur. Donc l'écriture pour moi, c'est vrai que je l'ai pas tellement fait. J'ai pas beaucoup écrit de journaux, de choses comme ça. C'était toujours à destination de quelqu'un. Même quand j'écrivais des lettres, j'avais envie de faire rire mes copines. J'avais envie qu'elles me disent j'ai explosé de rire en lisant ta lettre et tout, mais je suis pas beaucoup dans une écriture que je montre pas ou qui n'est pas destinée à être lue par d'autres personnes. Ok, d'accord. Pour le moment, en tout cas, je suis pas dans l'écriture de l'intime où je me dis, bah tiens, c'est pas destiné à être lu. Et donc du coup, à 24 ans, tu te lances dans l'écriture de ton premier roman et en fait, c'est parce que tu avais une idée ou c'est parce que tu t'es dit j'ai envie d'écrire un roman. C'était quoi le premier élément déclencheur en fait? Je sais pas, je pense que ce qui m'a pas mal aidé, c'est que j'avais en fait, mes amis m'ont toujours dit, j'adore te lire, enfin, des mots comme ça, qui étaient hyper encourageants, enfin, et donc je me suis dit, ben, j'entendais ça j'avais plusieurs échos dans ce sens-là. J'adore te lire et puis c'est vrai que j'étais, enfin s'il y avait une matière dans laquelle j'étais bonne au collège et au lycée, c'était vraiment le français. Donc j'aimais faire des rédactions, ça marchait bien. Enfin donc je pense que ça m'a encouragée et ça a un peu nourri en moi ce plaisir parce qu'en fait quand ça marche malgré tout, ça crée une satisfaction et ça développe une forme d'enthousiasme. Et donc, comme j'avais ça, ben, ça m'a donné une espèce de légitimité. Je me suis dit, bah oui, après tout, on me dit qu'on rigole en lisant mes lettres, mon blog et tout. Il faut que j'y aille, enfin. Donc, je me suis lancée un peu comme ça et j'avais pas d'idée, en fait. Par contre, j'avais quelques thèmes de prédilection. Il y avait des sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire. C'était plutôt des thématiques, mais je me suis jamais dit tiens, ça sera l'histoire, enfin de Valentine. Ou j'avais vraiment pas cette histoire en tête. Et donc en fait, je me suis lancée comme ça. J'ai écrit, voilà, il y a des scénettes que j'avais envie d'écrire et ça m'amusait. Et c'est le personnage en fait qui m'est venu en premier. Donc c'est vraiment Valentine, c'est vraiment sa voix. Je me revois en fait très précisément où j'étais, où est-ce que j'écrivais au moment où j'ai vraiment eu la voix de Valentine, parce que j'ai essayé vraiment de lui donner un ton assez spécifique, un mélange avec un langage assez oral par moment. Elle invente des mots, j'ai vraiment voulu quelle est sa langue à elle en fait. Et quand je me suis mise à écrire en fait de cette façon-là, et que j'ai un peu trouvé ça en fait parce que c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, j'ai senti un peu une sorte de petite jubilation, enfin d'excitation, qui était quelque chose de très physique en fait que j'ai vraiment ressenti dans mon corps, un moment, un vrai plaisir dans l'écriture, le moment où voilà, ça fuse un petit peu sur le clavier. Et donc je me suis dit, bah, je tiens quelque chose et ce plaisir dans l'écriture, je me suis dit, bah voilà, ça sera sa voix. Et donc j'ai vraiment en fait commencé plus par Valentine, par sa voix, le personnage est venu à moi. Et après, une fois que j'avais Valentine, bah, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver dans sa vie? Donc c'est plutôt comme ça que ça s'est construit pour moi. D'accord, bah justement, c'était une question que j'avais. Comment tu avais construit ton style? Mais finalement, tu l'as pas construit. C'est lui qui t'a donné ton roman, quoi, quelque part. Ouais. Enfin, En fait, oui, un petit peu. Non, tu as raison. C'est-à-dire que j'avais pas. C'est vrai que c'est une question qui m'interpelle un peu pour mon deuxième roman. C'est que, en fait, je sais pas si ce style de Valentine, c'est le mien. Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis assez à l'aise pour écrire comme ça. Et là, le deuxième, je me dis, bah, mon personnage, il aura plutôt, je pense, entre 30 et 40. Et du coup, je sais pas tellement comment écrire, en fait. Est-ce que je peux pas reprendre exactement la voix de Valentine parce que je pense que c'était un langage qui est un peu fait pour lui. Mais du coup, je sais pas très bien comment j'écris, moi. Enfin, je suis un peu. Est-ce que c'était au fond, est-ce que le style de Valentine est le mien et est-ce qu'il faut que je reste sur des personnages, il faut que je fasse un équivalent chez un petit garçon de 13 ans, quoi. Je suis un peu dans cette interrogation. bah, en fait, ouais, moi,
Quand je parlais de style, je parlais pas le fait que ce soit ton style à toi en particulier, mais c'était le style de ce roman en tous les cas, parce que c'est sûr que je suis pas sûre qu'il soit reproductible à l'infini, quoi. C'est ça. C'est le propre peut-être de ce roman, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais une écriture probablement beaucoup plus classique, et puis à un moment, ça m'est venu et ça m'a amusé d'écrire comme ça. C'est vraiment une question de qu'est-ce qui me plaisait dans l'écriture, et ça m'a plu d'écrire de cette façon-là. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut tenir ça sur est-ce que je peux tenir ça sur tout au long du roman et en effet mais ça m'est venu pas complètement initialement puisque j'ai commencé à écrire un petit peu normalement entre guillemets je me suis lancée et puis un moment ça m'est venu enfin et donc je l'ai découvert en écrivant, je l'avais pas initialement. Et donc du coup, quand tu dis que tu l'as découvert en écrivant, qu'est-ce que tu écrivais avant ça? Je sais pas très bien, mais je pense que j'avais peut-être une façon d'écrire qui était beaucoup plus classique, entre guillemets, qui était plus du bon français. C'est-à-dire que la façon dont Valentine parle, on peut se dire, il y a de la négligence parce que elle utilise du verlan, parce que il n'y a pas toutes les négations, parce que, enfin, ça peut être perçu par certains lecteurs, par quelque chose qui n'est pas travaillé, en fait, qui est un petit peu comme si, bon, j'avais écrit ça un peu comme ça, alors qu'en fait, c'est faux, c'est-à-dire que pour moi c'est plus difficile. Enfin, je sais pas parce que du coup maintenant à force d'avoir essayé de me mettre dans ce ton-là, j'ai développé une aisance. Mais au tout début, ce qui me vient naturellement, c'est un français un peu scolaire. Enfin, c'est une rédaction telle qu'on peut la rendre. Et donc je pense que j'avais ce ton-là et puis je me suis dit bah c'est peut-être un peu, c'est pas très marrant, on s'embête un peu, c'est académique, ça m'amuse pas. Et du coup, j'ai après trouvé un style qui m'amusait plus. Mais au début, je dirais, pour répondre à ta question, avant, je devais avoir quelque chose d'un peu plus scolaire et écrire de cette façon-là. Et t'écrivais sur quoi en fait? Je pense par contre que j'étais toujours déjà dans le personnage de Valentine. J'ai pas mal écrit peut-être des scènes à l'école, dans son collège, qui pouvaient lui arriver, ou sa relation à sa famille. Mais je pense que ça m'a peut-être pas pris tant de temps que ça pour trouver vraiment sa voix et son ton. Et après, c'était vraiment la vie d'une adolescente, donc tout ce qui peut arriver à l'adolescence. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est que j'ai écrit beaucoup de choses qui sont pas actuellement dans le roman actuel en fait. Il y a des scènes qui sont un peu parties parce que mon éditrice à un moment m'avait dit mais en fait ton histoire c'est vraiment la relation entre Valentine et ses parents. Et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose un peu je dirais, enfin, ça fait un peu écho à ce que tu dis dans ton podcast où tu dis que ça t'a pris du temps pour trouver vraiment, en fait, de quoi parle ton livre, L'Inde de Saurage. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'éditrice, en fait, elle te dit, ton roman, en fait, c'est ça raconte ça. Et en fait, ça paraît idiot, mais on peut passer 4 ans sur un livre sans être capable de dire en 5 mots, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille avec ses parents. En fait, on peut ne pas être capable de dire ça. Et c'est vrai qu'un regard extérieur, ça aide à resserrer, en fait, à dire, mais ton histoire, c'est ça. Et je crois que c'est Stephen King qui dit ça dans Écrire, justement. En fait, le deuxième jet, on dépouille, en fait, le premier roman de tout ce qui n'appartient pas à l'histoire. Et pour que ce soit pour qu'il y ait vraiment une sorte de thème et une ligne rouge. Et donc, en fait, c'est ce que m'a dit l'éditrice. Elle m'a dit, mais ton histoire, c'est ça. Et je me suis dit, ah oui, ah bon, tiens, j'avais pas pensé, ok. Mais je pense que... mais c'est ça que je dis qu'on... Tu le dis. Oui. Et après, en fait, ça paraît un peu idiot parce qu'on dit, en fait, on est le nez dans le guidon pendant des années dessus, mais on n'est pas capable. Ça, j'ai un peu ressenti ça même dans des salons du livre ou des choses comme ça. En fait, les gens disent de quoi ça parle et puis on est un peu, je sais pas, retourner le livre, c'est écrit sur la 4e. C'est dur, en fait. C'est dur en quelques mots de dire, mon histoire, ça parle de ça. Et c'est un exercice vraiment hyper difficile, je trouve, mais qu'il faut faire, en fait. Il faut s'exercer à le faire parce que c'est la seule question qu'on nous pose, en fait. Ça parle de quoi et il fait combien de pages? Voilà, c'est les 2 grandes questions, je dirais. Donc il faut être capable de répondre à ça. Et donc, c'est vrai que se le formuler avant, mon livre parle de ça, c'est très important. Et je l'avais pas du tout fait pour le premier roman. Donc, j'étais un peu embêtée quand on me disait ça parle de quoi. J'étais presque à dire, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, ouais. C'est à vous de me le dire.
je trouve ça difficile. Et donc mon éditrice, elle m'a aidé là-dedans. Elle m'a dit, bah, ton histoire c'est ça, donc ça, bah, c'est un petit peu plus des ornements. Enfin, retire ça parce que au fond on se disperse. Et c'est vrai que je pense qu'un roman, il faut avoir un sujet. Voilà, il y a un sujet sur lequel on a envie de parler. Il faut pas trop s'éparpiller, il faut essayer de tenir pour que ce soit un peu resserré, parce que c'est vrai que c'est la difficulté. On peut avoir envie de raconter plein de choses, et surtout dans un premier roman, parce qu'on a un peu envie de faire ses preuves, donc d'aller un peu de montrer tout ce qu'on sait faire, donc de raconter différentes choses. Et donc c'est vrai que on a envie de tout dire, enfin de tout déballer, quoi. C'est un peu le striptease, c'est de regarder tout ce que je sais faire et tout. Je pense aussi qu'un premier roman, on a l'impression qu'on écrira qu'une fois dans sa vie, en fait. Donc, faut tout mettre. Exactement. Non, mais c'est ça. Faut tout montrer, tout mettre, envoyer ses papiers d'identité, montrer ses photos. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là où c'est, si c'est pas celui-là, c'est cuit pour toujours. Et en fait, je pense que, ouais, le travail de l'éditeur, c'est vraiment de dire, bah, en fait, ton histoire, c'est ça. Enfin, je trouve qu'en tout cas, mon éditrice, c'est ce qu'elle a pu me dire, et ça m'a aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. J'imagine. J'en rêve. Ok, et alors est-ce que tu te souviens un petit peu, donc au début t'es partie en écrivant un petit peu sur la vie de Valentine à son collège, sans trop savoir quelle histoire t'allais raconter avec ça. T'as trouvé une langue à Valentine. Est-ce que tu pourrais un petit peu me refaire un petit peu toutes les étapes, comment s'est passé le premier jet, ensuite comment t'as retravaillé ton premier jet, tout ça, enfin un petit peu résumé. Oui. Alors, moi, j'ai travaillé. En fait, ce roman, j'ai travaillé pendant, je pense, plus de 5 ans en termes d'étendue de durée. J'avais commencé un petit peu dans l'esprit de ce que je te disais, c'est-à-dire que j'ai voulu tout mettre. Donc, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. J'ai voulu un peu tout raconter. Donc, j'avais un gros premier manuscrit, enfin, plus gros que la taille du livre actuel, assez nettement d'ailleurs. Il faisait combien de pages à 4 sur ton ordinateur, par exemple? Ou combien de signes? Pas trop, parce que je suis plutôt en termes de mots. Ouais, Mais en termes là, de mots. le roman il fait 70 000 mots là actuellement, et je pense que j'ai dû être plutôt dans les 100 000 mots, Donc sur A4, je saurais pas dire, mais parce qu'en fait c'est un peu difficile sur A4 parce qu'il suffit de mettre un Tiny New Roman en 14 ou en 12 ou en 11, Oui, ça non. change beaucoup. Ouais. Donc les éditeurs, ils comptent plutôt en signes, mais moi, je suis pas trop signe, je suis plutôt dans les mots. Mais c'est vrai que c'était un pavé. Et en fait, avec le recul, c'est un peu une erreur parce que les gens aiment beaucoup les petits romans. Enfin, je le vois parce que, comme je te disais, c'est une des questions phares qu'on me pose, c'est il fait combien de pages? Enfin, ça revient vraiment beaucoup. Et en fait, très franchement, les gens préfèrent qu'on réponde il fait 100 pages que 500, quoi. Enfin, c'est assez clair dans dans la réaction. On est plus prêt pour un premier roman à l'acheter s'il fait un nombre enfin, s'il est relativement peu épais que si c'est un gros pavé. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux, je pense, essayer de très bien travailler un texte un peu plus ramassé. Mais il était assez gros. Et donc je suis partie un petit peu, je dirais, peut-être un peu dans tous les sens. Enfin, j'exagère, c'était quand même malgré tout la vie de Valentine et tout. Je pense qu'au début, je n'avais pas d'intrigue, en fait. J'avais pas vraiment d'histoire. Donc il lui arrive un moment un peu marquant, un peu très significatif, qui va énormément la marquer dans sa famille. Et cet élément un peu fondateur, je crois que je l'avais pas vraiment au début, ou je l'avais de façon encore plus brutale. Disons que Valentine était responsable de ça, c'est-à-dire que c'était vraiment elle qui créait ce drame venir, cette catastrophe. Et puis à un moment, justement, mon éditrice m'a dit, non, c'est trop dur, en fait, ça peut pas être elle qui est à la cause de cette catastrophe. Je comprends, ouais. Elle devient une psychopathe. Donc ça a été, ouais, on parle un peu en langage, pour ne pas trop mais donc je vois que tu comprends d'où je veux en venir, donc c'est bien. Mais c'est vrai qu'en fait j'avais à un moment une option de faire de Valentine vraiment une psychopathe, en fait, enfin une enfant
à problème psychiatrique très développé, et l'option d'en faire une petite fille un peu plus attachante. Et j'ai choisi l'option d'une petite fille plus attachante. Mais c'est vrai que j'ai été un peu troublée parce que je l'avais fait lire à des bêta-lecteurs et il y en a qui étaient très partisans de la transformer en quelqu'un de plus à vrai problème, quoi. Vraiment une petite fille très problème. Et donc j'étais un peu écartelée parce que j'avais des échos hyper différents sur cette question qui est fondamentale. Donc c'est très difficile en fait. Les bêta lecteurs, c'est à double tranchant parce que en fait ça perturbe complètement ce processus créatif parce qu'on se dit ah bah zut, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Donc je dirais que c'est vraiment ce point narratif qui a été la plus grande difficulté pour moi parce que je savais pas très bien comment me positionner. Puis j'avais déjà écrit le roman et puis on m'a dit faut aller plus loin. Elle peut être sinon on est un peu déçu. Enfin donc j'ai vraiment eu cette difficulté là. À partir du moment où j'ai trouvé un peu cette histoire et que j'ai réfléchi donc dans un second temps à cette histoire de famille qu'elle va vivre, donc j'avais proposé, j'avais fait ma proposition et c'est vrai que j'ai eu des bêta lecteurs qui m'ont dit il faut aller beaucoup plus, enfin il faut aller plus loin, il faut qu'elle soit complètement, qu'elle maîtrise vraiment cet événement dramatique et qu'elle en soit à l'origine. Et finalement j'ai choisi de pas suivre ce conseil, mais ça m'a beaucoup perturbée comme retour. Ah mais c'est vrai que ça aurait été aussi intéressant en fait, hein. C'est un... Ouais. C'est ça. Ça aurait été un autre livre, mais en fait, j'avais vraiment à cœur qu'on s'attache à elle et qu'on la trouve pas. Et je pense qu'en fait, si j'avais choisi la version la plus noire qui m'avait proposée et suggérée par des bêta-lecteurs, beaucoup se seraient un peu éloignés d'elle et auraient eu du mal à la trouver attachante. Et mon objectif, c'est quand même qu'elle reste attachante et qu'on ait de l'empathie pour elle, pour ce qui lui arrive, qu'on la comprenne et tout. Donc je pense qu'en fait c'était un mauvais conseil que m'avaient donné certains bêta-lecteurs. Donc comme quoi il faut être assez vigilant parce que ça... disons que ça dépend quelle histoire t'as envie de raconter, quoi. Je pense pas que c'était un mauvais conseil, mais c'est pas la même histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que je me sentais pas très à l'aise avec parce que j'avais testé en fait cette version-là et j'étais un peu mal à l'aise. Et donc je pense que c'était super à l'écoute avec son ressenti personnel parce que j'étais j'étais pas très j'étais pas emballée par il y avait quelque chose qui me gênait et donc je pense que c'est une espèce d'intuition et il faut être très à l'écoute de ça parce que en fait, ce que je trouve difficile, c'est quand on le fait lire, on a envie de plaire à tout le monde, absolument tout le monde. Et donc, si on le fait lire à huit bêta-lecteurs, ils ont tous des avis et des sons de cloche différents. Et donc, il y en a un qui va dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Et en fait, au bout d'un moment, c'est complètement contradictoire et on peut pas aller dans le vent de chacun. Donc, je pense qu'il faut... C'est pour ça que les bêta-lecteurs, j'ai trouvé que c'était un moment qui était pas si évident que ça, parce que ça remet en question un peu tout ce qu'on a fait par moment. Et puis, on se dit, bah zut, si je plais à machine, je déplais à machin. Et donc, il faut choisir un petit peu de rester vraiment bien aligné avec son idée initiale et ne pas trop être ballotté par des avis à droite à gauche qu'on reçoit. Parce qu'en plus, souvent, les bêta-lecteurs, ils sont assez j'ai eu le sentiment que les gens aiment bien donner des conseils ou dire bah voilà tu devrais peut-être faire comme ci et comme ça et j'avais lu dans je sais plus où mais un auteur qui disait en fait si les bêta lecteurs parlent personnellement en disant je par exemple j'ai pas été très à l'aise au chapitre 15 quand tu écris ça et ça, c'est des choses à prendre en compte. Et s'ils sont plus dans le tu devrais terminer mieux ta fin et tout, c'est plus quelque chose qui est à moins prendre en considération. Alors que quand vraiment un lecteur parle d'un ressenti personnel de lecture et est moins dans le conseil un peu qui surplombe et qui dit bah fais ci, fais ça, change ci, change ça, et qui dit vraiment bah là par contre j'ai pas compris, j'ai été perdue, j'ai trouvé ça un peu plus ennuyeux, j'ai trouvé ça très dur. Bon bah là c'est des conseils qui sont à prendre en considération parce que ça veut dire que d'autres lecteurs probablement auront la même perception. Ouais, c'est super intéressant ça, j'avais jamais entendu. Oui, je trouve que ça aide un petit peu et parce que c'est vrai qu'il y a un peu deux catégories de gens. Il y a en effet ceux qui disent mais qui je suis pour donner des conseils, j'écris pas et tout, mais
Donc ces personnes-là, il faut les rassurer en disant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton avis de lecteur, de lectrice. Il faut leur dire, mais parfois, il y en a, il faut un peu leur tirer les vers du nez. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui t'a embêté? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Qu'est-ce qui t'a... Et c'est vrai qu'il y a une autre catégorie qui est plus dans le... qui s'érige plus en donneur de conseils, en fait. Et cela, bah, il faut plus prendre ces conseils-là avec des pincettes, je pense. Et je trouve que ça s'est un peu vérifié dans mon expérience. Et toi, t'as fait comment t'as trouvé tes bêta-lecteurs? Qui étaient tes bêta-lecteurs, en fait? Alors, en fait, moi, je l'ai fait lire à personne. J'étais assez cachotière, donc je l'ai vraiment... je l'ai envoyé à des éditeurs avant de l'avoir fait lire à des gens. Donc, je l'ai très, très peu fait lire. Pendant tout le processus, je voulais pas le faire lire. Je trouve que ça perturbe beaucoup, en fait. Je trouve que l'inspiration, c'est quelque chose de super fragile. Enfin, c'est un peu un petit oisillon tombé du nid et tout. Et j'ai l'impression que la moindre remarque, ça peut être comme un énorme sabot qui va tuer l'oisillon et qui va le ratatiner. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez fragile à cajoler, à chouchouter, comme quelque chose un peu précieux à garder en soi. Donc, je l'ai montré à personne, en fait, pendant tout le processus. Parce que j'avais pas envie de remarques, j'avais même pas envie d'encouragement. Enfin, je trouve que le premier jet au début c'est un peu entre soi et soi. Et après je l'ai envoyé en effet à des maisons d'édition. J'ai commencé à avoir quelques retours de maisons d'édition. En fait, c'est vraiment presque quand j'ai su que j'allais être publiée que j'ai commencé à le faire lire à des bêta lecteurs. Donc c'est en phase, voilà, c'est vraiment assez tardif. C'est assez fou parce que tu dis que tu voulais protéger un petit peu ton écriture et t'avais pas peur de l'envoyer en maison d'édition? Pas trop, en fait, non. Enfin, honnêtement, non, parce que je sais que c'est très dur. Donc, enfin, je sais pas comment dire. C'est très, très dur. Donc, en fait, je m'étais dit, ça ne peut que être une bonne surprise ou une déception. En fait, moi, les envois en maison d'édition, c'était plutôt des moteurs pour moi. C'est-à-dire que je trouvais que c'était tellement long qu'en fait, je l'ai envoyé au bout de 3 ans du processus, et puis au bout de 4 ans, et puis au bout de 5 ans, j'ai pas arrêté, en fait. Non, mais je l'envoyais, et puis je me dis, bah tiens, voilà, le 30 juin, t'auras fini ça, hop, tu l'envoies. Donc, j'ai plusieurs envois, en fait, qui ont été échelonnés pendant le parcours, enfin, toute la durée de l'écriture. Et non, j'avais pas tellement peur, c'était plutôt un truc excitant, plutôt voilà, plutôt une petite excitation. Alors évidemment, j'ai reçu des lettres de refus et on est un peu découragé et tout, mais je trouve que le processus d'envoyer son texte, ça génère beaucoup de joie. Ouais, on est un petit peu impatient, on y croit, ça fait un petit peu rêver. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt un moteur pour me dire allez, hop, tu avances sur ta version 36 du roman et tu l'envoies dès que la version 37 est prête. Et hop, comme ça faisait des jalons et des choses un petit peu motivantes. Tu me rassures, t'as beaucoup plus de versions que moi. Alors, je sais pas, mais ouais, moi j'ai beaucoup de versions. J'ai beaucoup de versions aussi, ouais. Moi, j'en suis à la 24e, je me dis... Petite joueuse, petite joueuse. Ouais. Je pensais que j'en avais dit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ça voulait dire que quand tu l'envoyais à des maisons d'édition, il n'était pas forcément fini, en fait. T'allais encore retravailler dessus. Dans mon esprit, en fait, c'est-à-dire que c'est un processus infini. Donc, je pense que dans mon esprit, s'il était fini, c'est-à-dire que pour moi, il y a un début, il y a une fin, il y a un dénouement au milieu. C'est fini. Enfin, l'histoire, elle est présente. Et après, c'est vrai que je me suis dit, tant qu'il sera pas publié, je continuerai à l'envoyer. Enfin, j'avais un peu ça dans la tête. Donc, j'ai continué à l'envoyer. Mais en fait, très franchement, je pourrais toujours travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est épuisé. En fait, il y a un moment où le roman, on a envie de le vomir. Enfin, j'en pouvais plus, moi. Donc, je trouve que c'est aussi une question il y a un moment où il y a une saturation, enfin, on n'en peut plus. Donc c'est vrai, quand je dis que j'ai travaillé dessus pendant 5 ans, c'est probable, enfin, il y a des moments où j'y touchais plus et je laissais des périodes de 3 mois parce que j'avais plus d'énergie pour ce roman, quoi. C'est super intéressant, tout ce processus-là que tu nous décris. Et donc, du coup, comment t'as construit ton histoire? En fait, au début, tu t'es dit, j'ai écrit un roman, tu t'es lancé dans l'écriture, est-ce que t'as fait un plan? Comment tu t'y es pris concrètement?
Je pense que j'ai dû. En fait, je l'ai créé après coup, mon plan. Je sais que on m'a dit, enfin, mon éditrice, il faut faire une chronologie. Moi, je suis pas très rigoureuse, donc en fait, il y avait des choses complètement incohérentes. Je m'en suis rendu compte dans mon texte. Enfin, Valentine, elle avait 13 ans, mais initialement, Roberto, qui est le gardien de l'immeuble, c'était un prof de conduite. Donc, en fait, il y a des choses comme ça où quelqu'un m'a dit, mais attends, elle a 13 ans et elle conduit déjà une voiture, n'est-ce pas un peu bizarre? Et je dis, oh là là, pourquoi pas? N'est Faut pas être pas. fermé d'esprit et tout. Et ensuite, bah si, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros trucs assez incohérents et je m'en étais pas rendu compte. Donc, j'ai construit un petit peu plus une chronologie de façon plus rigoureuse. Et mon plan, je pense que je l'ai fait vraiment dans un second temps, mais c'était pas un plan très détaillé. C'était pas j'ai jamais fait une structure extrêmement solide, extrêmement. C'est un peu plus tardif où je me suis vraiment intéressée en effet plus à la dramaturgie, à comment raconter une histoire. Initialement, c'était pas tellement ma préoccupation. Ça m'est venu après parce que je me suis rendu compte que c'était quand même essentiel. Je me suis rendu compte que ça contribuait au plaisir des lecteurs et qu'on pouvait pas balader les gens sans savoir vraiment quoi raconter et qu'il fallait une sorte de ouais une ligne directrice en fait. Je me demande comment tu t'en es rendu compte de ça. Alors, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait quand même beaucoup de détours. C'est-à-dire que quand il y a des pans entiers de son histoire où on dit bah non, ça c'est pas le sujet, c'est pas. Je me suis dit mais en fait j'aurais gagné du temps à avoir une idée très précise de ce que mon éditrice m'a dit. En fait, ton histoire c'est la relation de Valentine avec ses parents. Bon, mais si j'avais eu ça un peu clairement. Je dis pas tout de suite parce que moi j'ai quand même le sentiment que il y a les architectes jardiniers, ceux qui structurent, ceux qui structurent pas, mais pour moi c'est pas la dichotomie elle est pas si franche. Enfin on est toujours un peu les deux. C'est-à-dire que moi mon histoire je l'ai trouvée, j'ai su vraiment ce que j'allais raconter parce que j'ai commencé à écrire et parce qu'il y a un moment où j'écrivais, je me suis dit bah tiens comme je disais moi je crois beaucoup aussi au fait qu'il faut écrire avec son corps et qu'il y a un moment où le corps il réagit, il répond et ça peut se passer dans le ventre. Enfin, c'est des sortes de. On le sent en fait. On le sent dans le corps quand il y a quelque chose qui se passe. Et on le sent quand on s'ennuie aussi dans l'écriture. Et donc, je trouve que quand on écrit au fil de la plume, ben, on identifie ce genre de choses. On peut pas le savoir en amont. On peut pas identifier qu'on va adorer écrire, j'en sais rien, une scène dans un salon de parfumerie ou chez le coiffeur ou que c'est ça qui va nous amuser. Et c'est au fur et à mesure, quand on l'écrit, on se dit, ah bah tiens, il y a du répondant. Enfin, ma plume, je m'amuse, j'y trouve du plaisir. Et ça, moi, je trouve on peut pas l'anticiper. Il y a des sujets qui nous plaisent, il y a des choses qui m'amusent. Mais par exemple, la scène, il y a une scène amoureuse entre Valentine et Edwin. Et ben, ça, j'ai adoré l'écrire. J'ai adoré l'écrire. Et puis, C'est un plaisir à la lire, quoi. C'est génial. donc, j'étais trop contente en fait. Je me suis dit, ah, tiens, j'adore au fond ce genre d'histoire. Elle est un peu précoce, mais tant pis, on la garde et tout. Mais donc en fait, et donc ça, c'est des choses, on s'en rend compte au fil de la plume. Et ça, si je m'étais dit dans un plan, bah, il y aura cette scène amoureuse entre Valentine et son amoureux, ben peut-être que j'aurais eu une autre idée en tête et peut-être que ça m'aurait moins plu. Donc je pense que ça survient pendant l'écriture. Donc pour moi, on peut pas être que dans la structure ou simplement au fil de la plume. C'est en écrivant qu'on se dit bah tiens, là il y a une scène qui est amusante et du coup hop, on l'insère dans le plan. Et après, en revanche, en effet, pour moi, avoir une idée un petit peu d'où on va, c'est un peu, ça donne une sorte, c'est sécurisant en fait, ça évite de faire trop de détours à droite à gauche, d'aller dans des impasses, parce que c'est vrai que pour la vie en confetti, je suis partie dans des directions qui n'ont servi à rien, et donc on est un peu dégoûté quand on se dit bah ça fait 10 000 mots qui vont être coupés parce qu'au fond c'est pas l'histoire et peut-être qu'on c'est des passages obligés. Il y a aussi ça. Hein, pour trouver un roman, on peut s'imaginer qu'en fait l'histoire, elle arrive comme ça, elle nous descend dans la tête et elle arrive sur le papier. Sauf que non, on a besoin pour écrire une histoire, je trouve, en tout cas moi, et ben d'aller dans ces détours, de se tromper, de prendre des fausses directions pour trouver la bonne direction. Enfin, c'est un peu, on se trompe et on trouve. Mais je trouve que c'est vrai qu'en réfléchissant le plus possible en amont en se posant vraiment la question, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que
je trouve qu'on a toujours une idée de ce dont on a envie de parler, du sujet qu'on a envie de traiter, et vraiment bien se formuler cette question en avant. En amont, c'est un petit peu une rampe, comme dans un escalator, ou dans un escalier. Ça permet de pas trop s'égarer. Et je trouve que ça ne retire en rien les temps de créativité pendant l'écriture. Mais c'est vraiment cette espèce de rampe un peu rassurante sur laquelle s'appuyer. À chaque fois, hop, on part dans direction et on se dit, ah ben oui, au fond, moi, mon sujet, c'est ça, plutôt qu'un équilibriste sur un fil, en fait. Si on n'a pas de plan, c'est beaucoup plus vertigineux, en fait. Et ça, c'était une réflexion que tu te faisais toute seule ou ça, c'est une réflexion qui est venue après, une fois que tu avais rencontré ton éditrice? Je pense que ça m'a pris un roman, en fait, pour comprendre un petit peu ça. Et donc, c'est long, c'est au bout de 5 ans, mais c'est des prises de conscience qu'on doit faire pour soi-même, je crois. C'est pas vraiment, en fait, oui, et puis c'est pas, mon éditrice, elle me l'a pas formulé exactement comme ça, mais j'ai compris, en fait, j'ai compris quand on me dit, mais de quoi ça parle, quand un lecteur demande de pitcher le roman et dit, en fait, ça parle de quoi? En fait, au début, j'avais beaucoup de mal, en fait. C'était une question qui me déplaisait. Or, comme elle revient comme des vagues sur le sable un peu tout le temps, je me suis dit, bon, au fond, de quoi il parle ce roman? En fait, si je suis pas capable de le dire, c'est un peu embêtant. Donc, je me dis, bah, pour le deuxième, je veux être capable de dire de quoi le roman parle et le savoir le plus tôt possible pour que mon écriture, elle soit plus stratégique, si je puis dire d'une certaine façon, pour aller directement dans cette bonne direction. Donc, j'essaye ça, mais ça veut pas dire que je vais pas emprunter des tours, des chemins de traverse, mais je veux avoir un peu ça plus clair dans ma tête. Et donc, en tout cas, j'essaye pour le deuxième. Ce sera peut-être une catastrophe, hein, je sais pas encore, c'est en cours. Mais en tout cas, ce dont j'ai conscience maintenant, c'est que c'est très rassurant. C'est très rassurant, c'est-à-dire que là, pour le deuxième, je sais un peu où je vais. Je sais à peu près quelle est la fin de l'histoire, ce que je savais pas du tout pour La vie en confetti, pour Valentine. Et c'est vrai que du coup, ça me rassure en fait. J'ai vraiment la direction, j'ai mon horizon. Et je me rends compte à quel point, ouais, ça a quelque chose de. Je me sens moins perdue et du coup j'ai moins peur en fait. J'ai moins peur devant mon écran blanc et vierge de me dire oulala qu'est-ce qui va se passer. Je sais vaguement où je vais en fait. Et je trouve que c'est très agréable comme sensation. Après peut-être que l'écriture sera catastrophique, c'est une autre histoire, mais je trouve que je trouve vraiment que ça apporte un plus par rapport à se promener un petit peu à tâtons. J'ai l'impression que ça aide plus à se dire, bon, bah, je vais le terminer ce roman parce que déjà, je sais quelle est à peu près la fin. Donc du coup, j'ai une idée plus précise. C'est vrai que moi, pendant très longtemps, je me disais que je pouvais pas écrire si j'avais pas une idée de la fin, en fait. Parce que ça amène le texte dans une direction. Ouais, je pense que c'est hyper important. Et quand on écrit, au début, on est un peu tout feu, tout flamme, on s'emballe un peu, donc on a envie d'écrire tout de suite. C'est vrai que le côté je réfléchis à mon histoire, c'est quelque chose d'un peu laborieux. Et je pense que ça paraît un petit peu antinomique avec la créativité, où on va un peu dans tous les sens. Se dire, bon, allez, je m'assois 1 heure et je réfléchis à mon histoire, ça a un côté ouais, voilà, un peu barbant. On se dit, oh là là, c'est poussif comme tout. Enfin, c'est pas du tout le côté sympa de la créativité avec des idées à droite, des idées à gauche. Mais je pense que ça reste important, ouais. Mmh. Et là, ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'écriture de ton nouveau projet? Du coup, là, ça fait 1 an en fait. J'ai commencé au premier confinement. Voilà, c'était un des gros avantages du confinement. Voilà, c'est que ça m'a remis le pied à l'étrier pour l'écriture. C'est vrai que ça a coupé un peu net la promotion, puisqu'en fait j'avais encore quelques salons et des choses comme ça qui ont été annulées malheureusement étant donné les circonstances. Et du coup, de façon assez spontanée, je me suis dit bon bah c'est le moment pour le deuxième. Et tu peux déjà dire de quoi ça parle ou c'est encore trop Je préfère, Ok. je préfère pas, comme je te disais, en fait, je parle pas du tout de mon projet, je parle à personne de mon projet, de mes projets en cours. Alors, je dis mes projets, parce que pour le moment, c'est le deuxième, mais je préfère garder ça secret pour l'instant. Pour ménager, un peu comme ce que je te disais, cette espèce d'énergie que j'ai et qui, je pense, est un peu à chouchouter, à bichonner, parce qu'en fait, le moindre retour peut un peu te casser le moral, je trouve. J'avais participé, par exemple, à une bourse
une bourse Lagardère pour le projet sur lequel je suis actuellement, que j'ai pas eu et j'ai eu des retours un peu détaillés de raisons pour lesquelles mon projet était pas retenu. Je trouve que ça fout un coup un peu sur le moral, sur la motivation. C'est pas, voilà, je trouve que après pour repartir, faut se dire allez, j'y crois quand même. Donc en fait, c'est pour ça que je suis assez vigilante parce que le moindre haussement de sourcil, œil un petit peu soupçonneux, étonné et tout peut, je trouve, me faire que je me pose des questions alors que je m'en pose déjà suffisamment. Donc je préfère garder mes propres doutes, interrogations et pas forcément avoir celles des autres, même si bien sûr certaines réactions c'est des réactions d'enthousiasme. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, tu n'es pas en contact avec ton éditrice ou... Non, pour le moment, pas du tout. C'est vrai qu'en fait, j'ai envie de lui proposer le projet le plus abouti possible. Donc, je sais qu'il y a des auteurs qui, en effet, envoient un tiers de leur texte pour être rassurés. Est-ce que je continue? Est-ce que je vais dans la bonne direction et tout? Mais ouais, moi, je fonctionne pas trop comme ça. Je veux Enfin, voilà, je lui enverrai dès que mon projet sera terminé et arrivé au bout. Je veux qu'elle ait la version la plus aboutie, enfin, le moment où j'en peux plus, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est le moment où on ne supporte plus son texte qu'il faut l'envoyer. Enfin, qu'il faut se dire, allez, maintenant, qu'il faut qu'il ait un autre parent que moi, un autre regard, parce que sinon je le détruis, en fait. J'ai un peu senti ça avec le premier roman, c'est qu'il y a une espèce de un moment de bascule où on se dit, en fait, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Puis même, j'avais un peu cette impression, un peu comme un château de sable qu'on aurait construit pendant tout l'après-midi et à la fin, on saute dessus, une espèce de pulsion destructrice. Par moment, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tout couper et tout. Il y a des moments où on devient un peu fou. Et donc, je me dis, oulala, je deviens presque dangereuse pour mon propre texte. Autant l'envoyer et quelqu'un me dira si je suis pas maintenant en train de ne plus l'améliorer, en fait, tout simplement. Il y a un moment où on cesse de l'améliorer et on fait des changements qui n'apportent rien. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu devenir, écrivain ou... Ouais, c'est vraiment mon rêve depuis toujours, je pense. Ouais, je sais pas, je pense que c'est aussi, Amélie Nothomb dit la même chose, je sais, mais je sais que j'avais lu Les Lettres à un jeune poète de Rilke, où je sais pas si tu connais ce texte. Je l'ai pas lu, mais... Vraiment, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment très bien. Et il dit, si je crois, en plein cœur de la nuit, vous vous dites, je peux pas vivre sans écrire, et que ça donne complètement sens à votre vie, alors mettez en œuvre tous les moyens possibles pour faire en sorte d'écrire, en fait. Et je m'étais vraiment dit à ce moment-là, bah oui, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça m'a pas quitté. C'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus. Donc, ouais. Et vivre de l'écriture, ça serait quelque chose que tu pourrais envisager? Ben, c'est mon rêve, c'est vraiment complètement mon ambition. Mais bon, je sais que c'est très dur. En fait, il faut avoir un gros succès commercial pour pouvoir songer à ça. Ce qui est très difficile parce que en fait, c'est rarissime en fait les auteurs qui vivent de leur plume. Enfin, il y en a extrêmement peu en France. C'est vraiment les auteurs qui sont toujours dans le top 10 des ventes, qui publient régulièrement et tout. Mais bon, moi, j'ai pas gagné un rond, en fait, avec La vie en confetti, même, enfin, probablement même pas 1 euro. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un mois de congé sans solde pour m'y consacrer pleinement quand j'ai su que j'allais être éditée. Donc, en gros, on a une avance sur droit sur les contrats de 2 000 euros. Donc, c'est une avance sur les droits, donc ça suppose quand même de... Tu as eu 2 000 € d'avaloir, en fait. Là, c'est ça, exactement. Donc, ça suppose de vendre pour couvrir cet avaloir. Alors, je sais que j'ai couvert mon avaloir, mais donc, en fait, ces 2 000 euros, je les ai récupérés. Mais comme j'ai arrêté de travailler pendant un mois pour m'y consacrer à temps plein, bon, ben, voilà, ça a été largement grignoté par ça. Et puis après, je sais pas exactement quels sont mes chiffres parce que c'est pas si facile à obtenir de la part des éditeurs. On le sait un peu une fois par an et tout. J'ai dû en vendre entre 2 000 et 3 000, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai découvert la valoir, mais donc c'est comme on touche 8% du prix de vente qui est 20 euros par livre. Enfin, il faut vraiment, pour en vivre, en vendre énormément. Donc, je sais que c'est très difficile, mais il n'empêche que, en effet, j'ai toujours cette ambition
Et c'est toujours un rêve, bien sûr. Ouais. D'accord. Moi, je pensais que tu en avais vendu. Enfin, je pensais que ouais, ça s'était vendu. Il y avait eu un podcast, il y a eu quand même des choses qui ont été faites autour. Complètement, ben non, en fait, c'est assez dur. Alors, ils sont quand même assez contents, hein. Robert Laffont, mon éditrice m'avait dit, un premier roman, souvent, c'est 500, 600 exemplaires vendus. En fait, c'est très, très peu, hein. En moyenne. En moyenne, enfin, je crois que 90% des premiers romans, c'est moins de 1000 exemplaires vendus. Donc, c'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Donc, en fait, ils étaient contents quand même. Après, il faudrait que j'aille voir, récupérer les chiffres, mais ce sera pas des chiffres largement supérieurs à ça. D'accord, ok. C'est difficile, quoi. Quand on n'est pas du tout connu, c'est pas évident. Ça reste un budget, en fait, quand même. 20 euros, ça reste une somme. Et donc ouais, c'est pas évident, à moins d'avoir un très, très gros succès. L'année où j'ai publié La vie en confetti, il y a eu Le bal des folles de Victoria Mass qui a cartonné, qui est un livre qui a un peu pulvérisé, qui a été vraiment au top des ventes. Et donc, elle, je pense que, enfin, ça lui permet de vivre de sa plume, je pense, confortablement pendant quelques temps. Mais pour l'écrasante majorité des auteurs, ça suffit pas, en fait. Enfin, il faut, à moins d'avoir de grosses ventes, vraiment de très grosses ventes, c'est-à-dire que de sortir complètement du lot, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment difficile. Ouais, en fait, ça dépend l'année de laquelle tu sors, quoi. En gros, en fonction de ce qui est en face, quoi. Ça, c'est complètement indépendant de ta volonté. Ouais, il y a des bouquins qui cartonnent et je pense que c'est imprévisible de savoir pourquoi tel ou tel livre est un pur carton. Parfois, c'est aussi parfois il y a des surprises qui surprennent même les éditeurs en fait, qui disent bah tiens cette année c'est ce livre qui marche. Et donc c'est sûr que pour sortir du lot, il faut un peu jouer les coudes et c'est pas facile. Et puis c'est au-delà de notre maîtrise. Une fois qu'on a rendu le texte, bon ben il vit sa vie et on le laisse faire quoi. Enfin, on peut plus grand chose en fait. Est-ce que cette publication, ça a changé ta vie? Eh ben écoute, c'est une bonne question. Ça a toujours été quelque chose que j'en ai toujours rêvé, donc ce serait mentir que dire que ça n'a pas que ça m'a pas affecté parce que c'était mon rêve. Donc bien sûr qu'une fois qu'on est publié, on plane un peu, on, voilà, on est quand même sur un nuage. C'est génial d'être lu, c'est génial en fait d'avoir des lecteurs, des gens qu'on connaît pas, qui sont touchés par notre histoire en fait, par l'histoire qu'on raconte. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai vraiment, pendant quand même l'année de la publication, c'est quelque chose d'un petit peu hors du commun quand même. Donc ça, oui, ça a été un moment qui a vraiment peut-être assez concrètement changé ma vie. Maintenant, ce qui change, c'est que je sais que ce que j'écris sera publié. Enfin, ou le prochain texte, j'aurai pas cette même bataille à faire pour trouver quelqu'un qui va le lire et qui va se pencher sur mon texte, même si bien sûr les éditeurs peuvent refuser un texte qu'ils trouvent pas bon, même d'un auteur qu'ils ont déjà édité. Mais c'est quand même assez rassurant et ça change quand même la donne de se dire bon bah maintenant ce que j'écris va bénéficier de ce regard et tout. Mais sinon ma vie est à peu près la même. Enfin, j'ai toujours mon métier à côté. Donc, il y a quelque chose une routine qui évidemment continue. Mais ce qui est vrai, c'est que ce roman, en fait, j'ai l'impression que l'écriture, c'est un marathon tellement long qu'en fait, enfin, faudrait presque faire du développement personnel à côté pour garder courage, pour aller au-delà de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes. Enfin, il faut être un peu, je trouve, musclé psychologiquement parce que c'est un vrai marathon, c'est un travail d'endurance au long cours. Et en fait, j'avais fait ce travail un petit peu pour le premier roman, c'est-à-dire que j'avais vraiment acquis la certitude qu'il serait publié. J'avais nourri ça en moi et je l'avais un peu visualisé, je l'avais perçu et en fait, ça a marché. Et je m'étais dit, bah tiens, une fois qu'on est absolument certain je m'étais dit, ben, enfin, c'est un peu ésotérique, mais je t'ai dit, le monde se met en branle pour que ça fonctionne. Et vraiment, en fait, je sais que j'avais vu des amis et j'avais dit, mais si, je sais, ce texte, je te le promets. Enfin, j'avais dit ça à mes parents, un jour tu verras, je serai publiée, je serai sur les étals de librairie et tout. J'avais vraiment cette conviction intime et maintenant qu'il est publié,
et ben je me dis ben tu vois ça a marché en fait donc ça a fonctionné donc c'est important en fait de nourrir cette espèce de d'image en soi et de s'y attacher et bien sûr ça veut pas dire qu'il y a pas des moments de coups de mou ou des moments où on n'y croit pas ou des moments où on est en baisse d'énergie mais malgré tout quand on nourrit cette espèce de d'imaginaire en fait de tableau en soi où on dit bah un jour il y aura des lecteurs pour le lire et vraiment j'avais fait des espèces de j'avais découpé des hommes très beaux et très sexy qui lisaient mon livre dans le métro enfin voilà j'avais nourri mon imaginaire il y a un mot dièse un hashtag sexy dose reading et tout et donc évidemment tous les plus beaux hommes de la planète dévoraient mon roman. Après, j'avais essayé de nourrir un peu cette vision-là pour m'aider, pour m'encourager en me disant, mais oui, il sera lu et tout. Et j'avais vraiment dit ça à mes amis. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a dit, bah tiens, ça m'amuse que tu sois publiée parce que, entre guillemets, tu l'avais dit. Et donc là, en fait, j'essaie vraiment de me muscler. Enfin, je vois vraiment ça comme un exercice un peu corporel où on muscle son corps et on fait des étirements. Et là, je muscle mon esprit pour me dire, bah, un jour, j'en vivrai et j'écris et je vivrai de ma plume et je me redis ça régulièrement et parce que je sais que ça a marché pour la première partie en tout cas et donc là j'entame cette deuxième partie parce que en fait c'est vrai qu'on se dit que ça va changer notre vie mais je me souviens que moi j'étais exaspérée par les auteurs qui disaient n'ayez pas en tête la publication parce que évidemment quand on lit on a envie d'avoir des lecteurs et on n'écrit pas comme ça de façon indépendante donc j'étais un peu irritée, agacée quand on disait ne pensez pas à la publication c'est le chemin et pas la destination et j'étais là bon oui bah, évidemment c'est facile à dire quand on a atteint la destination mais je pense qu'il faut quand même garder en ligne de mire que la publication ne change pas la vie et qu'on garde toujours les mêmes angoisses, les mêmes doutes. C'est plus la page blanche, mais c'est le livre d'après. En fait, on se dit, mais un livre, c'est tellement long. Est-ce que je vais trouver l'énergie pour quelque chose qui va me tenir pendant 3, 4, 5 ans, en fait? Est-ce qu'il y a un thème sur lequel je vais avoir envie d'écrire? C'est plutôt, mais le prochain livre, est-ce que je vais encore y arriver, en fait? Et moi, c'est une question qu'on se pose à chaque livre, en fait. Donc, je me sens pas du tout beaucoup plus à l'aise ou confiante et tout maintenant que mon premier livre a été publié. Donc, en ça change rien, tu vois. Enfin, je suis toujours un peu, il y a vraiment des moments où je me dis, mais j'ai tout perdu. En fait, je sais plus écrire. Je serais l'écrivain d'un seul livre. J'ai ce ton-là, mais là, je saurais pas. Enfin, tu vois, je suis toujours un peu terrassée. Par moments, je me dis, mais c'est nul. Donc, voilà, tout comme pour le premier roman. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, le premier, je savais que j'allais être publié. Et là, je nourris vraiment l'idée qu'un jour, ben, mon livre rencontrera son public, un public plus large, et que je vais y arriver. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que qui a un petit peu changé. C'est que maintenant, entre guillemets, je sais que ça a marché, et que je me redis que ça marchera pour la suite. Voilà, c'est un peu dans tous les sens, mais... Comme quoi, hein, la pensée magique, hein, quand même. Oui, mais je pense que c'est important je pense que c'est important et assez magique à certains égards quand on y croit et quand... Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Ouais, c'est important en fait d'être en forme pour écrire et de pas parce que par moments je trouve que c'est très difficile en fait on parle pas tellement de ça mais il y a quelque chose psychologiquement c'est éreintant de revenir sur son texte de dire c'est nul de dire que c'est acheté donc il faut nourrir cette espèce de motivation et avoir ce qui nous motive dans l'écriture. Alors, bien sûr, je pense que plus on arrive à trouver de la joie dans l'écriture sur le moment où on écrit, mieux on se porte en fait, parce que je pense que ça c'est quelque chose à aussi beaucoup cajoler, à se dire mais en fait est-ce que là je suis en train de transpirer, de plus en pouvoir, parce que dans ces cas-là il faut un peu prendre un peu de distance avec le texte, parce que malgré tout c'est ce qui nous accompagne toujours en fait. Un écrivain, il écrit, donc si à chaque fois c'est un martyr, autant que possible se dire mais qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, qu'est-ce qui m'emballe, qu'est-ce qui m'enthousiasme. En fait, il faut vraiment se connecter avec ça en soi, parce que sinon c'est un travail tellement long qu'en fait on est parti pour des années à morfler quoi. Donc
autant vraiment se dire, là aujourd'hui, à ce moment-là, vraiment, qu'est-ce qui m'emballe et qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, parce que c'est aussi quelque chose d'assez contagieux et les lecteurs, on le ressent quand il y a une sorte de joie pendant l'écriture, quand l'auteur s'est amusé, ou c'est quelque chose qui vraiment, je pense, transparaît dans la page. Donc autant nourrir ça autant que possible. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les scènes que tu écris, tu prends plaisir à les écrire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des passages qui sont un peu plus, mais qui sont indispensables pour l'histoire, mais qui sont un petit peu plus ennuyeux à écrire? Si, tu as raison. Alors, il y a quand même, je sais que j'avais lu aussi quelque part qu'en fait, quand tu as un doute sur un passage en disant, bof, je sais pas si je le garde ou je le garde pas, le moindre doute, en fait, il faut le retirer parce que au bout de 6 mois, 4 mois, il va être retiré. Enfin, je veux dire, tu vas le couper, en fait. Donc, quand on a un doute sur un passage en se disant, bah, je suis pas sûre qu'il est terrible, c'est un passage à retirer parce qu'en fait, inéluctablement, si c'est pas maintenant, ça va être dans 6, 7 mois qu'il va être retiré. À la lecture, on sait quand même, il y a des passages dont on est plus ou moins fier et plus ou moins satisfait. Et donc, dès qu'on a un petit soupçon, un doute, bah en fait, faut pas trop perdre de temps dessus et enfin. Ouais, mais si ce passage, il est absolument indispensable pour l'intrigue. Ouais, je comprends. Mais dans ces cas-là, si c'est ça, je pense que on a une espèce de, on est un peu content du passage. Je pense que si vraiment, comme tu dis, c'est un moment un peu pivot de l'histoire. Je suis un petit peu pour la méthode Marie Kondo. Je sais pas si tu vois, aussi appliquée. Non, tu vois pas, tu sais, cette japonaise qui un peu minimaliste qui dit qu'il faut tenir des objets dans ses mains et s'il procure pas une étincelle de joie, il faut s'en débarrasser. Et en fait, c'est assez marrant. Qui fait le ménage, c'est ça? Ouais, c'est là, une femme de ménage top catégorie. Enfin, la pro du rangement plutôt. Exactement, c'est la master star du ménage et du rangement. Et je pense qu'avec l'écriture, c'est un petit peu pareil. Quand on lit son texte, il y a des passages où on est un petit peu emballé, on est un peu content, et d'autres beaucoup moins. Alors évidemment, c'est tout comme la méthode Marie Kondo, et enfin, faut pas mettre tout son texte à acheter, hein, faut pas mettre 80 000 mots à la corbeille, tout comme il faut pas jeter tout son appartement sous prétexte qu'il n'apporte pas de joie. Mais je trouve que voilà, l'idée un peu générale, elle est hyper intéressante, et c'est vrai qu'à l'écriture, même, enfin, pour moi, si c'est comme tu dis, un moment un peu charnière du roman, on n'a pas envie de s'en débarrasser parce qu'on en est un peu content. Alors après, peut-être qu'il a été moins bien fait et qu'il mérite d'être retravaillé, de repartir à neuf, mais je trouve que les passages où on a des doutes, c'est souvent des passages où il se passe peut-être pas grand-chose, où on se dit, bah tiens, c'est sympa de parler de ça, mais les passages qui sont un petit peu clés, souvent, on peut se dire, j'aurais pu mieux les réussir, mais on n'a pas envie de s'en débarrasser, enfin, s'ils sont vraiment clés. Ouais, c'est intéressant, mais je suis assez d'accord. Des fois, on a des intuitions. Oui, il faut les écouter, en fait. Vraiment, quand on se dit, bon, bah, ouais, je sais pas trop. En fait, le je sais pas, c'est souvent, débarrasse-toi, coupe ce passage, resserre, voilà, retire la graisse, que du muscle. Voilà, le je sais pas, souvent, c'est pas bon signe, en fait, je trouve. Enfin, il vaut mieux être un peu emballé quand on lit le texte. Alors, bien sûr, je dis pas qu'on peut pas être emballé à chaque fois qu'on le lit, mais malgré tout, il y a des passages dont on est plus ou moins fier. Et heureusement. Et toi, est-ce que tu pourrais dire la plus grosse difficulté que tu as eue sur ce premier roman? Ouais. Je pense que c'est de tenir. C'est une question de tenir sur la durée. Donc, je pense que ça, c'est une vraie difficulté, en fait. Aller au bout, y croire jusqu'au bout, parce qu'au début, on est tout seul. Ouais, je dirais que c'est vraiment une question de ne pas lâcher. En fait, quand on écrit au début et qu'on n'est pas publié, on a l'impression que c'est autre chose d'écrire tous les matins, de s'y mettre 2 heures, de penser non-stop à son histoire et d'être un peu d'un écrivain du dimanche et de réfléchir à une histoire. Parce que quand on dit j'écris, tout le monde dit ah oui, bah moi aussi. Sauf qu'il y a vraiment par moments, il y en a qui prennent ça hyper sérieusement et qui l'insèrent dans leur emploi du temps. Et donc du coup, je trouve quand on en parle de façon un peu sociale, on peut dire oui, bah moi aussi j'écris. Donc on peut se dire bon, bah au fond tout le monde fait un peu ce que je fais, mais c'est pas vrai. Enfin, quand on tient vraiment un projet, qu'on y donne vraiment une majeure partie de son temps,
temps. Ça fait vraiment partie de sa vie. Et donc, je pense qu'il faut garder cette espèce de motivation, cette mobilisation. Et c'est difficile sur les années qui passent de toujours revenir et de vraiment aller au bout de son projet. Il faut aller au bout de son projet. Et c'est ça qui est dur, en fait. Je trouve de pas se dire... Parce que quand on écrit, on a toujours envie d'écrire autre chose, en fait. On se dit, ah ben tiens, il y a des idées. On se dit, ah, j'ai hâte de pouvoir écrire ça. Sauf qu'il faut se dire, quand on écrit le projet 2, on a hâte d'écrire le projet 3, en fait. C'est juste une espèce de fuite, de fuite. Donc, allez, je pense vraiment une question de tenir dans le temps pour terminer et aboutir son projet et son idée initiale. Et j'imagine que toi, au début, tu n'avais pas forcément une routine d'écriture bien établie. Ou quand tu t'es lancé dans le roman, comment tu fais aujourd'hui? C'est quoi ta routine, en fait? Aujourd'hui, j'écris le matin, principalement. Je te dis, quand je me réveille, j'essaye d'écrire Combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie. Ok. Je pense 1 heure et demie le matin. Parfois, quand je me motive, j'essaye d'écrire, surtout en cette période. C'est vrai qu'en cette période, c'est un petit peu plus facile de dégager du temps puisqu'on n'a plus de vie sociale. Mais donc, c'est un petit peu plus facile. Donc, parfois, j'arrive un peu le soir en mettant de la musique. La musique m'aide un petit peu à me remettre un peu dans ma bulle d'écriture. Et le week-end, mais c'est vrai que, comme un peu je te disais au début, moi, j'essaye de le faire un peu tout le temps dès que je peux. C'est-à-dire que je te dis pas que j'y arrive parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile, qu'on a plein de distractions, que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout. Donc je trouve que c'est de plus en plus difficile de vraiment se concentrer. J'ai l'impression qu'au tout début de l'écriture de la vie, pour la vie en confetti, j'avais pas cette espèce de, je sais pas, cette sensation d'avoir des notifications, d'être sans cesse, d'avoir sa concentration un peu brisée hyper régulièrement. Alors, peut-être que c'était le cas et que je me débrouillais mieux, mais j'ai l'impression que Internet était peut-être moins omniprésent ou mon smartphone moins attirant. Là, je trouve qu'il faut un peu lutter pour se dire, bon, vraiment, là, j'ai une plage d'écriture, je m'y colle et je m'y tiens. Tu coupes pas tes réseaux, tout ça? Si, j'essaye, mais bon, je trouve ça tellement facile Parfois, on dit mettez-vous en mode avion, mais j'ai du mal à comprendre ce conseil. C'est tellement facile d'enlever un mode avion. C'est pas comme si c'était... Enfin, moi, il faudrait le mettre au frigidaire, mon téléphone, et le mettre 4 étages plus bas, en fait. Enfin, mode avion, moi, je trouve que c'est assez amusant parce que dans tous les conseils, on a mis votre téléphone en mode avion comme si c'était la barrière infranchissable, le mode avion, et que c'était une fois qu'il y avait le mode avion, c'était terminé, quoi. Mais sauf que bon, non, on prend son téléphone et on appuie sur la touche. Mais c'est vrai que j'ai des applications de blocage d'internet, de blocage d'applications pour m'aider à me concentrer. Et j'essaye aussi de plus lire parce que ça prend aussi beaucoup de temps. De lecture, en fait, les réseaux, et on a vite fait de perdre 45 minutes sans s'en rendre compte, en fait. Donc, j'ai bien conscience que j'ai beaucoup plus de plaisir après 45 minutes de lecture qu'après 45 minutes où je suis un petit peu à scroller sur les réseaux sociaux. À plein d'égards, c'est génial, ça permet des rencontres, ça permet des choses hyper précieuses, mais ça vole aussi, c'est aussi un grand voleur de temps et d'attention et de concentration, et donc mais voilà, on est un petit peu fragile face à ces monstres d'outils que sont Instagram, Facebook et tout, mais bon, j'essaye, en tout cas quand j'écris, j'essaye de m'en détacher le plus possible, mais voilà, j'ai pas beaucoup de conseils à donner parce que je trouve que c'est très difficile. S'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans l'écriture de ton premier roman, ou pendant l'écriture de ton premier roman, ça aurait été lequel? Écoute, je pense que ouais, alors c'est pas évident d'en trouver un. Oui, ou mais plusieurs, mais ouais. En fait, j'aime beaucoup l'idée d'écrire avec son corps et d'être très à l'écoute des signaux envoyés par le corps, des moments des moments d'excitation qu'on peut ressentir dans l'écriture, et de bien être à l'écoute de ça de façon hyper parce que c'est des choses très subtiles, en fait. C'est pour ça que parfois je me dis peut-être que la musique efface ça, mais bien essayer de relever ça et de l'identifier pour pouvoir après c'est comme une vache à lait, enfin traire c'est ce moment d'excitation, de joie jusqu'à que la vache de l'inspiration saigne. Enfin, je trouve que c'est important que ça a vraiment ça fait sens dans l'écriture, et que c'est vrai qu'il y a des moments où on ressent ça. Donc ça, ce serait peut-être un
un premier conseil, je conseillerais quand même aussi de réfléchir, en fait, d'être capable de dire, en fait, de quoi mon livre parle, quel est le fil rouge, de quel thème j'ai envie de parler. Je conseille vraiment ça parce que je pense que l'écriture d'un premier roman, c'est extrêmement difficile. Enfin, en fait, j'en suis convaincue que c'est vraiment un travail pas facile. Et je trouve que ça donne une espèce de sentiment de sécurité, un espèce d'airbag, de bouée de secours pendant toute la durée du livre. Donc, je trouve que c'est chouette de partir avec ça au début, d'avoir un peu ce matelas un peu rassurant. Donc ça, ce serait un deuxième conseil, de vraiment bien réfléchir en amont à ce qu'on veut raconter. Et je réfléchis si j'ai d'autres. J'en avais un qui m'avait traversé l'esprit, mais j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir. Mais en tout cas, ouais, ouais, écrire avec son corps, réfléchir en amont à ce qu'on veut raconter. Ah oui, et puis aussi faire court, en fait, parce qu'on part dans des trucs hyper longs. Je sais pas pourquoi, enfin si, en fait, on en discutait tout à l'heure, on a envie de tout montrer au départ, on a envie de tout dire, on a envie de convaincre, de séduire, donc on est prêt à faire n'importe quoi. Et donc à mettre des photos, des chansons, donc, et en fait, je conseillerais de faire court parce qu'il y a un moment où c'est exponentiel, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, si mon livre il est 2 fois plus long, il sera 2 fois plus difficile à retravailler. Sauf qu'en fait, c'est faux. S'il est 2 fois plus long, il est 10 fois plus dur à retravailler parce que c'est beaucoup plus difficile, en fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Je suis pas bonne en maths, mais je comprends l'idée d'exponentiel. Ouais. Et donc de faire court, en fait. Enfin, il faut voir les livres qui marchent aujourd'hui. Quand on regarde aussi dans les ventes et tout, ce sont des livres qui sont courts. Les excellents livres de Leila Slimani, Chanson douce, c'est un livre de 40 000 mots. Dans le jardin de l'ogre, qui est tout aussi fort et percutant, c'est un livre de 40 000 mots. Ce sont des livres courts. Et en plus, ça répond à un goût des lecteurs. Enfin, les livres de Fabrice Caro aussi, c'est des livres courts. Et puis, il faut bien voir que les lecteurs, enfin, les gens, quand on les rencontre, ils disent ça fait combien de pages. Donc, en fait, les livres très longs nous desservent et nous rajoutent un gros poids sur les épaules parce que c'est super dur de tenir un livre sur 400, 500 pages. Donc, vraiment, pour un premier roman, je recommande de viser court. Et c'est difficile, en fait. C'est facile, hein. C'est facile. C'est facile, mais on se facilite la tâche. Donc, si on arrive à identifier 2 histoires dans un roman, se dire, tiens, ça, je le garde pour un deuxième roman. Et donc, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine où il faut tenir, sur la durée, enfin, comme un sportif à qui on donne des bananes et des amandes. Enfin, un auteur, c'est pareil, il faut lui donner du chocolat pour qu'il y arrive, et du thé et du café. Donc, qui se lance pas forcément dans un truc de 1000 pages qui va déjà rebuter un éditeur et qui va rebuter un lecteur et qui va lui donner envie de se jeter par la fenêtre. Enfin voilà, pour personne c'est positif. Donc et puis c'est plus facile. Autant faire plusieurs petits romans un peu courts, je pense. Ouais, mais je pense que c'est une très bonne idée, ouais. Ça oblige à condenser le propos. Exactement. Ce qui n'est pas facile, mais c'est difficile de condenser, mais c'est encore plus dur de partir sur quelque chose d'hyper long et de réussir à tenir sa ligne narrative et à tenir ses personnages, en fait. Ouais, non, mais complètement. Écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. Non, mais ça m'a fait super plaisir. J'ai un peu l'impression de rencontrer une star, parce que je suis sur les réseaux sociaux, comme si je rencontrais Nathalie Portman, tu vois, de l'écriture et tout, parce que comme je te dis, on s'attache beaucoup quand on écoute des podcasts, on s'attache à la personne, on a l'impression de la connaître. Donc moi, j'attends de pied ferme au prochain épisode. Qui sort à 18h, enfin tu vois, je rafraîchis, c'est comme des carottes pour l'écriture, hein. J'y vais en courant parfois, j'écoute et je suis super contente, donc continue parce que c'est passionnant et donc voilà, en tout cas moi j'adore l'écouter. Ça me fait super plaisir et moi aussi j'ai aussi l'impression d'être avec une star, donc comme ça... Parce que moi j'ai adoré, enfin tu le sais déjà, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Parce que ton texte, quand j'ai commencé à le lire, c'était hyper lumineux et tout, et j'ai été très surprise de là où tu nous emmenais en fait, tu vois. Je sais, c'est
Ouais, c'est un retour que j'ai. D'ailleurs, il y a quelques lecteurs Mais c'est un peu génial. enfin un peu agaçants. Et parfois, ils disent, bah attends, je m'attendais à un feel good book avec des petits oiseaux sur une branche et puis le titre, La vie en confetti. Je m'attendais à un truc super, enfin, pas un livre de plage, mais un truc sympa, joyeux. Et donc, j'ai senti que certains étaient un petit peu, enfin, complètement désarçonnés et un peu, ils m'en voulaient un petit peu. Enfin, j'ai un peu senti ça chez certains retours en disant, bah zut alors. Enfin, moi, je m'attendais à un truc un peu léger. Tu m'envoies ça dans la figure. Merci bien, quoi. J'ai un peu senti ça. Parce qu'en fait, mon livre, il a été classé par moment dans certaines librairies dans les feel good books. Alors, c'est Ah vrai que c'est oui, pas complètement vous n'avez pas feel lu. good non. Non, ils l'ont pas lu, je pense. Mais donc, c'est vrai que, ouais, donc, du coup, des lecteurs qui s'attendent à une petite histoire un peu sympathique, c'est pas trop le cas. Donc, c'est vrai que mais, et d'un autre côté, je m'étais dit, en fait, comme il arrive quelque chose d'en effet un peu dramatique, mais je me suis dit, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça survient, en fait. Il n'y a pas de bande-annonce, il y a pas d'effet de, attention, il va y arriver, quelque chose de grave va arriver. Donc, je me suis dit, bah, c'est un petit peu similaire à ce qui se passe dans la vie. En fait, bah, il y a des choses, il y a des accidents, il y a des Ah, catastrophes, et puis ça survient comme ah mais ça. moi j'étais mais Et scotchée quoi. J'ai relu plusieurs choses. Est-ce que j'ai bien lu? Et j'ai adoré ce retournement. Ça marche trop on bien. comprend pas forcément. C'est vrai que oui, je ménage pas, je donne un peu un coup de poing au lecteur, en fait. Ouais, mais Enfin, coup dans le ventre, ouais. ah ouais, mais en même temps, enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que j'attends d'un roman. J'attends qu'il m'embarque, je ne sais pas vers où, vers quoi, et qu'il me surprenne, quoi. Et qu'il me remue Ça, aussi, qu'il me remue. ouais. Non, mais c'est clair que oui, oui, dans ces cas-là, dans ce cas-là, c'est bien de mettre une petite couverture avec des oiseaux et au Non, milieu, et et en au plus, milieu un trou. ouais, ouais, et puis en plus, comment dire, dans tout le démarrage, j'ai vraiment rigolé, mais à voix haute, quoi. Tu sais, autant des fois tu peux avoir un rire intérieur quand tu lis des choses drôles. Là, des fois, je me suis esclaffée. Ça me fait trop plaisir, ça me fait hyper plaisir. Et c'est vrai que ça, c'était une intention que j'avais pendant l'écriture. En fait, je trouve que bah, ça aussi, ça peut être un conseil à donner, c'est vraiment d'être très attentif à ce qui nous plaît quand on lit un livre ou quand on regarde un film ou par moments, ça peut être une question de suspense, en fait, quand on est tenu en regardant une série. Se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que je suis sur le qui-vive? Pourquoi est-ce que là, je suis un peu en tension et que j'ai envie de savoir pour vraiment comprendre les mécanismes et comment c'est fait, en fait. Je trouve que quand on écrit, il faut vraiment avoir cette lunette un petit peu de prise de recul et se dire, mais tiens, là, ça me plaît. Alors, bien sûr, par moment, on doit se laisser, accepter de se laisser emporter, de se embarquer par une histoire. Mais après, vraiment avoir la tête froide et se dire, mais tiens, comment c'est fabriqué? Pourquoi est-ce que là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer? C'est quelque chose que les lecteurs, ne peuvent pas vraiment conscientiser. Mais quand on écrit, je pense que c'est vachement bien d'avoir cette gymnastique et de se dire, mais tiens, là, ça m'interpelle. Pourquoi est-ce que je me marre? Pourquoi? Et moi, j'avais identifié qu'en fait, ce qui me bouleverse, c'est un peu, je sais pas si tu as vu ce film La vie est belle, avec Si. cet homme et son fils dans un camp de concentration, Mm, avec à la fois, enfin, ouais, c'est déchirant, en fait, c'est poignant, en fait, mm. cet humour, comme vraiment l'élégance du désespoir, je trouve que c'est déchirant. Enfin, c'est bien plus poignant que si ça avait été uniquement entre guillemets bah, cette histoire tellement abominable de concentrationnaire en fait. Et là, en fait, comme il arrive à mêler, à entremêler des espèces d'humour avec l'innocence de l'enfance et cette situation qui est absolument effroyable, je trouve que c'est déchirant en fait. Et bon, ouais, et donc je m'étais dit, ben tiens, je veux que dans ce drame, il y ait cette espèce de retrouver un petit peu cet humour, déjà pour ne pas matraquer le lecteur et le charger trop en choses dramatiques et lugubres et avoir bah, cette espèce d'espérance en fait qui est présente dans l'humour. Et donc en fait j'avais identifié que c'était quelque chose qui me touchait particulièrement. Et même dans Romain Gary, en fait, je trouve dans La vie devant soi, qui J'ai est un pas livre encore que lu, j'adore, mais je te je le l'ai dans conseille, ma en fait. bibliothèque là. Ouais, franchement, c'est génial.
génial et c'est l'enfance aussi, le regard de l'enfance. Il y a des moments qui sont déchirants et c'est parce qu'il y a à la fois la naïveté de l'enfance, il y a l'humour et des moments qui sont durs et quand toutes ces émotions sont entremêlées, et ben en fait ça donne quelque chose qui saisit beaucoup plus au ventre et ça c'est aussi encore un conseil. Bon après il y en a tellement des conseils dans l'écriture que c'est compliqué. Un autre conseil serait d'écouter aucun conseil et seulement les siens, mais au-delà de ce dernier conseil je trouve que il faut réussir à faire une expérience émotionnelle pour le lecteur et en fait ça veut dire que souvent réussir à mêler différents types d'émotions, donc avoir des moments dans son livre de peur, des moments de sensualité, des moments de rire, des moments plus potaches, de désespoir, arriver à offrir au lecteur cette espèce de mélange et de cocktail Molotov émotionnel, ça fait une expérience de lecture plus gratifiante en fait, de montagnes russes, de sensations et d'émotions. Et ça, je trouve ça aussi assez juste à la lecture. On a envie à la fois par moment d'être effrayé, par moment de rire, par moment de pleurer. Je trouve qu'en effet, ça rend l'expérience, parce qu'on lit pour être ému, on lit pour être embarqué, et donc pour ressentir des émotions. Et donc, avoir ça en tête pendant l'écriture, ça peut aider à mieux le rendre sur la page pour les lecteurs. Complètement. Bon, bah, super. J'ai pris plein de conseils là. Je vais me réécouter tout ça, puis je vais prendre des notes. Peut-être pas, mais je t'écouterai. J'attends de pied ferme la sortie de ton roman. Et je suis ça avec attention. Et puis en plus, là, j'ai l'impression que j'ai des informations que j'ai pas parce qu'il y a un peu de retard sur le podcast, si je me trompe pas. Oui, du 22 avril. J'arrive pas à rattraper mon retard. J'aime bien me laisser une petite marge parce que j'aime bien redécouvrir mes enregistrements. Parce qu'en fait, il s'avère que comme je continue à travailler tous les jours sur mon roman, je suis toujours à une autre étape. Et du coup, quand je me réécoute, ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Il faut que je fasse ça. Et c'est super d'avoir ce Oui, recul. c'est vrai. Complètement. Non, mais complètement. Mais du coup, là, je me dis, là, tu as plein de nouvelles informations. Je sais pas, peut-être que tu l'as déjà envoyé à des éditeurs, peut-être pas. Enfin, il y a plein de... Tu sais, c'est comme une série télévisée. Hein. Là, il y a des rebondissements, il y a des moments de découragement. Enfin, tu sais, je pense vraiment un peu parfois à la télé-réalité où les gens sont démotivés, ils se remotivent, comme un parcours... d'héroïne dans un roman, au fond, c'est un peu la même chose. Toi, tu le vis un peu comme ça, le podcast, en te disant qu'est-ce qui va se passer ou pas, justement Ouais, si, complètement. Hein. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée et du coup, j'écouterai demain l'épisode avec plaisir. À bientôt, au revoir Aurélia. Bonne soirée. Au revoir, Hélène.